Il va armer la frappe. Ils sont magnifiques, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, le débrief de Metz-Monaco, 27e journée de Ligue 1, belle victoire monégasque 5-2, victoire spectaculaire. Monaco, on a retrouvé un Monaco un peu plus flamboyant, avec notamment 3 buts en un quart d'heure. Après un petit peu une fin de match un peu plus, je vais dire pas un peu plus calme, mais en milieu de match un tiers un peu plus calme au centre, et puis ensuite un dernier tiers un peu plus animé avec pas mal de buts, 4 buts encore, donc voilà, on s'est quand même bien régalé. Rome, hein, qui sera là du coup pour ce débrief. Salut tout le monde, salut Damien. Ouais, présent avec un peu plus de 48 heures de retard, mais on fait le boulot quand même. C'était férié, hein, aussi. C'est ça. Voilà. Donc on espère que vous avez passé une bonne Pâques, et que vous avez bien fait votre petite chasse aux œufs, et que les personnes chauves ne sont pas des œufs, je tiens à le dire. Comprenne qui pourra. Il y a peut-être une personne qui est visée dans l'histoire. Mais... mais je vais pas trop l'année, parce que d'ici quelques années, je pense que tu je serai dans l'équipe. Là. Ouais. Voilà. Bon. Alors en tout cas, on va parler un petit peu de ce match, donc on va débuter avec le j'aime pas, je te laisse y aller, Rome. Bah le j'aime, ouais, c'est le début de match, ce premier quart d'heure, et surtout cette efficacité qu'on avait pas trop eu sur pas mal de matchs. Je les ai pas tous en tête, mais on avait un peu cette sensation que souvent on arrivait à se procurer des grosses situations dans nos débuts de rencontre, sauf qu'on les mettait pas au fond. Bah, ce coup-ci, on a même été... surréaliste, j'ai envie de dire, parce que marquer 3 buts, quand on regarde les expected goals, même à la fin du match, elles sont pas énormes, alors que tu en mets 5, mais au début, tu es vraiment ultra efficace, même si ça avait commencé par un premier bel arrêt du gardien messin. Globalement, ce premier quart d'heure était proche de la perfection, en tout cas à la finition, et pouvait presque faire rappeler cette fameuse saison 2016-2017 où pendant plusieurs mois, vraiment, on avait cette habitude de planter les équipes dès le début de match. Et mon j'aime pas, bah, ça va être les 2 buts encaissés, évidemment, mais surtout le fait qu'on n'a encore une fois pas fait de clean sheet. Moi, c'était vraiment un de mes objectifs sur cette deuxième partie de saison. Il y avait la Coupe de France, bon bah voilà. Et après, c'était commencer à installer des bases défensives solides pour la saison prochaine, et ça passait entre autres par des clean sheets. Et là, ça m'ennuie un peu, parce qu'on fait quand même 60-70 minutes plutôt correctes en défense. Certes, on subit quelques occasions, mais maintenant qu'on a enfin un gardien qui fait quelques arrêts, ce qui est normal, mais ce qui fait quand même du bien, parce que ça ne nous était pas arrivé depuis un moment. Mais là, on a vraiment la sensation qu'on l'a laissé tomber sur 2 buts, en plus, qui sont quasiment similaires, quoi. C'est des copier-coller. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage de prendre 2 buts dans un match pareil, alors que tout semblait aller pour le mieux, et Monaco se dirigeait tranquillement vers une victoire 3-4-0 peut-être. Bon, 5-2 au final, mais j'aurais préféré qu'on en marque 1 ou 2 de moins, mais qu'on n'en prenne pas surtout. Ouais. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que j'aurais préféré voir un 5-0, 6-0, un peu aller, comme tu parlais de 2016-2017, oui. Ça aurait été même le... Évidemment. on y a tous pensé, quoi. On s'est dit c'était le moment de soigner la différence de but aussi en vue du championnat, parce qu'on le rappelle, on a une moins bonne différence de but que nos concurrents directs, hein, qui sont Brest et Lille pour l'instant, les plus proches en tout cas. Ils ont un peu mieux, donc c'est vrai que c'est dommage, hein, parce qu'à 4 ou 5-0, bah, on revenait à hauteur, et avec juste 3 buts d'écart, ça fait qu'on est toujours derrière. Ça reste une belle opération. Voilà, on en plus reparlera 3, évidemment. C'est quand même, voilà. On reparlera évidemment un petit peu du classement, parce que oui, Monaco a fait un petit trou, et ça c'est aussi une des infos de cette 27e journée. Mon j'aime pas, du coup, alors évidemment mon j'aime, c'était pareil le premier quart d'heure aussi comme toi, du coup j'ai trouvé autre chose. C'était la présence de Brel Mbolo, enfin de retour après sa grave blessure au genou, donc présence dans le groupe, présent également ensuite sur la feuille de match, il a pas joué. On s'y attendait un petit peu, hein. Hutter avait dit qu'il s'attendait à... Enfin, il estimait qu'il n'était pas encore à 100%, et qu'il le prenait surtout aussi pour la vie de groupe.
Mais bon, quoi qu'il en soit, 7 mois et demi après, ça y est, Embolo est bien là. Dans le groupe, il va aussi faire du bien, forcément. Et ça y est, voilà. La semaine prochaine, peut-être, on le reverra enfin sous le maillot sur le terrain. Et c'était vraiment la bonne nouvelle aussi de ce week-end-là. J'aime pas, par contre, c'était un autre attaquant. Alors, il a marqué 2 buts, il a marqué un doublé, Folarin Balogun. Alors, un peu de réussite, notamment sur le premier but. Mais c'est plus ses célébrations, voilà. On a senti, sous son absence de célébration, ou même sa déclat à la fin, où on le sentait, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, je suis content d'avoir aidé l'équipe, mais voilà, on lui a quand même posé la question, hein, la journaliste Virginie Saint-Silly lui a quand même dit à la fin, on vous sent pas super ravi d'avoir mis ce doublé. Voilà, il a dit non, je suis content d'avoir aidé l'équipe, voilà, mais je m'attends à mieux, je m'attends à faire mieux. Je pense qu'il a peut-être un peu de déception lui aussi. Je pense que là, en tout cas, ce qui montrait surtout, c'était la déception d'avoir débuté sur le banc, plus probablement. D'avoir cette frustration là, et bon, je trouve que dans une belle victoire comme ça, c'est un peu dommage de l'avoir un peu joué comme ça. C'est pas forcément ce qu'on aime voir, ce genre d'attitude, on va dire. Est-ce qu'il avait parce que là pour le coup j'ai pas du tout en tête, mais est-ce qu'il avait des célébrations un peu plus fantasques l'année dernière? Parce qu'il y a aussi des joueurs parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, malgré tout, hein, qu'il rate ou qu'il marque, il n'y a pas de grosse différence sur son faciès. En fait, après, il sourit quand même. Un peu comme ça, quoi. Il sourit. Ouais, faut le voir vite, quoi. Mais après, bon... il sourit, mais là, il a vraiment pas trop. Donc... Ah non, là, c'était... Voilà, là, c'était vraiment... Voilà, parce que bon, c'est vrai que, mine de rien, on parle beaucoup d'Mbappé, là, en ce moment, par rapport à ses humeurs, ses réactions. Ah bon? On parle beaucoup d'Mbappé depuis 7 ans, 8 ans. Oui, bien sûr. Mais là, je veux dire, en tout cas, sur le focus qu'on fait sur Mbappé depuis quelques temps, c'est sur scruter la moindre de ses réactions, parce que Luis Enrique le met sur le banc, le fait sortir, fait des déclats, etc. Là, ça a encore fait débat. Il est sorti à l'heure de jeu contre Marseille. Visiblement, il aurait lâché un petit FDP. C'est ce que semblent indiquer certaines images. Donc tu sens que voilà, si Balogun joue à Paris, peut-être que cette situation, ces moments-là auraient été un peu plus analysés et on en parlerait peut-être beaucoup plus. Alors que là, ça a fait quelques lignes un peu dans les journaux, mais bon, au final, Mais Balogun n'est pas Mbappé et Monaco n'est pas Paris, donc c'est certain. Forcément, ça fait beaucoup d'éléments qui font que ça passe un peu sous les radars. Voilà. Voilà. Mais du coup, on est là pour aussi les signaler, les souligner. La composition, du coup, le 11 de départ, un 11 en 4... Alors, plutôt, on continue avec le système à 4, Rome, une défense à 4, sauf que cette fois, Singo revenait dans l'axe, notamment, puisque Vanderson était titulaire. C'était la première titularisation de Vanderson depuis un bon moment. Je sais plus, j'ai plus en tête la dernière, mais il était revenu dans le groupe il n'y a pas longtemps, un peu avant la trêve, mais il n'avait pas forcément joué. Là, il était titulaire. Un milieu de terrain aussi, avec un Golovin à nouveau de retour dans le cœur du jeu, à côté de Fofana. On se rappelle Zakaria qui était suspendu aussi, et puis quand même une compo un peu offensive. Alors, une seule pointe, mais beaucoup de créateurs, d'animateurs derrière, avec Minamino, donc déjà, Golovin, mais aussi Kliouche et Ben Seguir. Compo séduisante, quand même. Ouais, compo séduisante. Et c'est vrai que si tu te focuses sur le schéma de jeu et le fait qu'il n'y ait qu'une pointe à Metz, tu peux te dire que la prise de risque n'est pas folle. Mais après, quand tu regardes quand même tous les profils des joueurs, tu joues avec un Golovin reculé, tu joues avec un Minamino qui est milieu offensif attaquant, 2 autres milieux offensifs, Vanderson et Jacobs qui ne brillent quand même pas pour leur grande qualité défensive. Et j'ai presque envie de rajouter même Singo et Kerrer. Singo, Kerrer, il est quand même un peu plus axial dans l'âme. Et c'est aussi des joueurs qui sont capables de jouer sur les côtés. Donc on était quand même sur une équipe très offensive, malgré le fait de jouer qu'avec une pointe, quoi. Donc, d'ailleurs, on l'a vu, ça a très bien fonctionné. Après, on va pas... Ouais, voilà, c'est parce que
On voit beaucoup de gens se plaindre, tu joues la lanterne rouge, enfin l'avant-dernier du championnat avec un seul attaquant en pointe. Oui, mais on s'en fout en fait. C'est-à-dire, ce qui compte d'une part, c'est ton animation et du coup les joueurs que tu as derrière qui sont hyper créatifs. En l'occurrence, je veux dire, je préfère jouer comme ça avec une seule pointe. En me disant que tu as 3 joueurs derrière qui sont capables de faire des différences, de combiner dans les petits espaces, plutôt que d'avoir et Balogun et Ben Yedder qui vont, entre guillemets, peser sur les défenses, mais qui vont pas forcément être des joueurs pour combiner. Enfin, Ben Yedder un peu plus, oui. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu des beaux mouvements, mais au final, c'est quelqu'un qui... Voilà, tu as quand même plus de qualité quand tu as vraiment des techniciens, des joueurs qui sont vraiment capables d'aller un peu dans tous les espaces, etc. Ben Yedder, même s'il a une belle patte, il est un peu moins mobile aussi quand même. Il a un petit peu ce défaut-là. Là, il y avait quasiment que des joueurs de ballon, hein. Honnêtement. Là, je pense que les joueurs les moins techniques du 11, c'est Jacobs et Fofana, je dirais. Et Majewski peut-être aussi. Oh, mais... ouais, bon, après, c'est un peu... Mais tu vois, mais même Kerrer, Singo, pour des défenseurs, c'est quand même pas trop mal. Vanderson, bon, puis après, les autres, c'est que des milieux offensifs. Donc, ouais, il y avait une vraie... Par contre, oui, forcément, ça pouvait potentiellement manquer un peu de vitesse, un peu de profondeur, mais je pense qu'on s'attendait à jouer contre une équipe repliée. Oui. Après, le scénario du match a tellement été particulier que bon, on n'a pas vraiment eu face à un bus, quoi. C'est ça, au final, on sent qu'on on les a vraiment vite pris de vitesse, surpris. Peut-être, je sais pas qu'est-ce que eux avaient préparé, mais ils se sont vraiment fait éparpiller façon puzzle dès le début du match, quoi. Est-ce qu'ils étaient bien prêts? Est-ce qu'ils s'attendaient à autre chose? Est-ce qu'ils ont juste été pas dans le coup et vite dépassés parce que pas prêts, on va dire, mentalement aussi, dans leur approche du match, je sais pas. Mais oui, la différence, elle se fait très vite, elle est énorme. Tu te parlais déjà d'une première occasion, hein, la 3e minute de Vanderson. Et au final, l'ouverture du score arrive vraiment juste 1 minute après. Ouais, ouverture du score de Minamino, passe d'Akliouche, si je ne dis pas de bêtises. Et Ben Seghir, oui, pas Akliouche, j'ai confondu. Mais mais au moment de la première occasion de Vanderson, tu te dis merde, c'est pas possible, on va pas repartir dans un match où derrière ça va être galère et où potentiellement on va avoir un gardien qui va sortir un bon match. Bon, on verra que ça a quand même pas été le cas, voire pas du tout, hein, parce que le pauvre, son après-midi a quand même été très compliqué et il est quand même un petit peu fautif à minima sur le 4e, mais pas que. Donc oui, ce but forcément fait énormément de bien, mais surtout ce qui est très positif, c'est qu'on a continué, quoi. Alors après, on pourra dire qu'on a un peu arrêté, mais à partir du 3e. Oui. Donc c'est vrai que au moment du 3-0, tu le disais tout à l'heure, tu te dis allez, on va aller en chercher 5, 6, 7. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, certes, mais à la limite, j'ai plus de compréhension quand tu fais ça, quand tu mènes 3-0, que dès que tu marques un but. On rappelle, c'est la continué. C'est la plus grosse victoire à l'extérieur de Monaco dans son histoire à Metz, hein, le 7-0 de cette saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais par contre, si je dis pas de bêtises non plus, je crois que Patrice avait publié nos statistiques face à Metz sur les derniers matchs, et globalement, il y avait énormément de grosses tolasses. Hein. C'est une équipe qui nous réussit bien quand même. Après, la saison 2019-2020, là, ils nous mettent 3-0 quand même. Tu vas toujours réussir à trouver un contre-exemple. Il nous en avait pris. C'est vrai que globalement... C'était avec l'immonde maillot bleu, là. C'est d'ailleurs, je me demande si c'est pas peut-être le premier match de Ben Yedder ou son 2e match avec nous. Oh, peut-être, ouais. Avec l'immonde maillot bleu, là, quand on avait 3e maillot bleu. Oui, celui-là, je l'ai en tête, oui. Voilà. Et je crois qu'il doit y avoir une recrue qui doit débuter sur ce match-là. Je sais plus qui. Peut-être un Slimani ou... Et c'est une équipe, globalement, qui nous réussit. Bon, par contre, elle réussit moins à Gabriel Boffilia, qui a vu sa carrière s'arrêter un jour de Metz-Monaco, ou de Monaco-Metz, d'ailleurs, plutôt. J'y étais, mais, en plus. On avait gagné 5-0, quand même, malgré tout. Oui, mais c'était le seul point négatif, en tout cas pour nous, mais essentiellement pour lui. Et je crois que Mbappé avait mis un triplé ce jour-là, aussi. Puisqu'on parlait de peut-être impossible, oui. Je crois qu'il avait mis un triplé. Voilà. C'est là, c'est peut-être ça qui lui avait inspiré son pas content. Boum, triplé.
Et au match aller, on avait gagné 2-1. 2-1, doublé de Golovin. Oui, avec le fameux but de Camara de 58 mètres. Ah putain. De Lamine Camara. Pas Mohamed Camara. Qui n'a toujours pas marqué avec Monaco, lui, pour le coup. À l'époque, on n'avait pas de gardien, c'est vrai. Bref. Bon, en tout cas, tu disais, voilà, c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas arrêté à 1-0, on s'est pas contenté d'eux, on s'attendait, je pense, nous, de notre côté, à avoir une équipe en bloc bas, mais mine de rien, après le premier but, il y a quand même une bonne première situation aussi Messine, avec Mikotadze qui élimine facilement Vanderson, qui se fait contrer à la toute fin par Singo. Donc, il y a aussi beaucoup d'espaces qui sont laissés, qui sont ouverts dans notre défense, hein, heureusement qu'on marque aussi quelque part. De toute façon, on sait qu'on ne brille pas par une solidité défensive de tous les instants. Après, Vanderson, il se fait éliminer. C'est un très beau dribble. On voit quand même pas si souvent que ça. Mais voilà, au final, le danger est quand même, reste minime. Tu as encore Singo, l'angle est extrêmement fermé. Donc, frapper au but, c'était quand même compliqué. Voilà, encore une fois, concéder des situations, concéder des occasions, c'est même contre une très faible équipe. C'est obligatoire. Le truc, c'est qu'il faut toujours réussir à un minimum limiter les dégâts, limiter la casse. Et c'est pour ça que c'était mon j'aime pas, parce qu'on l'a très bien fait pendant 79 minutes et qu'on s'est un peu abandonné sur la fin. Mais voilà, ça me dérange pas de concéder un peu. C'est même logique. Mais tant que c'est maîtrisé, ça va. Ouais. Le deuxième but signé à Cluj, un but en solitaire, hein, j'ai envie de dire. Il a tout fait, comme un grand. La récupération, le pressing au niveau du rond central, la course de 40 mètres dans le camp adverse, le bon appel aussi de Ben Yedder qui attire aussi un peu le défenseur pour lui permettre d'avoir aussi un peu plus de champ, pour l'empêcher d'aller intervenir sur Akliouche, donc c'est aussi bien joué. Et voilà, la finition en solo, donc là on est à la 10e minute, et la 16e minute, la galette de Golovin pour Vanderson, reprise de volée instantanée, 3-0, donc voilà, là, comme on pouvait dire, ça fera plaisir à Boris, la messe est dite. La messe est dite. Non, là, pour le coup, celui-là, de but, il est vraiment beau, parce que le centre de Golovin, il est habitué à faire des comme ça. Caio Henrique aussi aime bien, parce que c'est vrai qu'il s'est centré des deux pieds, et c'est une de ses forces, hein. On a hâte qu'il revienne lui aussi, même si ça sera peut-être pas pour cette année. Mais ouais, et puis même voilà, la finition de Vanderson en reprise de volée un peu acrobatique, un peu au ras du sol. Voilà, c'est des beaux buts, et surtout ça a fait 3-0 après 16 minutes. Et ouais, voilà, tu sais que le match, il est... Même si on a connu des scénarios improbables avec Monaco, là quand même 3-0 contre Metz. C'est que le match, il est fini, quoi. Mais alors, il y a aussi, avant ce troisième but, il y a un face-à-face remporté par Majewski contre Mikotadze, qui est très important. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'on est, on est à la fin du premier quart d'heure, il y a 2-0, tu te dis, bon, ok, ça... Hein, mais si, après cette action-là, tu as 2-1, c'est vrai que le match est peut-être très différent aussi derrière. Donc, il y a quand même, il faut souligner aussi l'importance de l'intervention de Majewski sur cette situation-là. Il faut la souligner, c'est très bien, mais encore une fois, en fait, ça devrait être la normalité, quoi, qu'on ait un gardien qui fasse ce genre de choses. Moi, pour le coup, j'ai regardé plus de matchs ce week-end que d'habitude de Ligue 1, et en fait, ouais, quasiment toutes les équipes, elles ont des gardiens qui leur sauvent des trucs. Alors, Brest, ils gagnent grâce à leurs gardiens. Paris, ils gagnent pas, mais en grande partie grâce à Donnarumma. Donc c'est juste normal, encore une fois, concéder des occasions. Le gardien, il fait partie de la défense, ça doit être le dernier rempart. On était tellement habitués à avoir des tanches que là, avoir un mec qui fait des trucs, et surtout qui fait pas d'énormes boulettes, parce que Keun a fait des gros arrêts aussi, mais c'était toujours entremêlé de temps en temps d'une énorme connerie. L'équipe, pour l'instant, je suis désolé, j'ai pas vu une seule erreur, une seule grosse boulette depuis qu'il est titulaire dans les buts. Ouais. Il n'a pas pris de but de 58 mètres, il n'a pas pris de coup franc de 40 mètres à ras de terre. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à dire que dans les commentaires, on nous avait critiqué, surtout moi en l'occurrence, pour avoir critiqué Keun sur ce but-là contre Toulouse, sur le coup franc, en disant que j'avais jamais joué au foot. J'ai joué au foot,
J'ai jamais joué comme gardien, à part comme ça pour. Mais pas gardien, ouais. Pas gardien, mais bon, à part, voilà, des fois juste comme ça, entre potes. Non, mais, enfin... Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, la semaine suivante, Keun était sur le banc et c'est fini pour lui, sa saison. Donc, voilà, je veux bien de rien comprendre au foot si à 18h ne comprend rien aussi. Hein. Donc, voilà, c'est bien, on a peut-être enfin retrouvé un... En plus, c'est un bel arrêt, mais c'est pas, il fait pas non plus. En fait, il fait ce que doit faire un gardien de niveau Ligue 1 titulaire dans un club comme Monaco, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même plaisant, quoi. Moi, surtout, ce que j'aime bien avec lui, c'est sa qualité. En tout cas, il a les mains sûres. Donc, il capte bien les ballons. Voilà. Ce qui me fait chier, c'est de voir les gardiens, les Keun, les Nubel aussi, relâcher des ballons un peu n'importe où, ne pas toujours les capter. Enfin, évidemment, certains ballons, tu peux pas les capter, tu es obligé de les boxer, de les repousser, les tourner. Je suis d'accord que sur plein de situations, mais il y a plein de situations où tu peux faire mieux, et je trouve que Majewski a vraiment cette capacité à bien bloquer les ballons. Et ça fait aussi une énorme différence, parce qu'un ballon relâché comme ça te met potentiellement dans la merde, une reprise, un attaquant qui traîne. Voilà. D'ailleurs, regarde ce qui s'est passé. On a vu alors, ça a été compté comme un CSC de Nubel ce week-end, avec Stuttgart. Je l'ai pas vu, mais... tu l'as pas vu parler, Eh ben, écoute... Non, je l'ai pas vu. on va te partager ça. J'ai compris ce que c'était, parce que j'ai lu un truc et j'ai compris que c'était assez improbable. C'est un ballon relâché. Il se la mettait tout seul dans un deuxième. Ouais. Il le relâche et il se le met tout seul. Voilà. Alors, il se le met tout seul. Honnêtement, je peux pas dire, parce que j'ai vu juste un truc sur Twitter, donc pas super qualité. Mais comme t'as un attaquant qui va au contact, je me demande si quand même, tu vois, ça joue pas aussi. Enfin, en tout cas, la première prise de balle, c'est un ballon relâché, elle est très mauvaise pour moi. Je suis sûr que Majewski, sur une situation comme ça, lui, par exemple, il capte, point à la ligne, et l'action est terminée. Voilà. Après, une erreur, effectivement, un ballon relâché, ça peut toujours arriver. Bon, malheureusement, à certains gardiens allemands, ça lui arrivait beaucoup trop souvent. C'est surtout ça le truc, c'est que les erreurs, ça peut arriver, mais c'est vrai que jusqu'à présent, sur cette saison, en tout cas, Majewski, c'est quoi ? C'est son 7e ou 8e match ? 8e match en tout. On n'a pas à lui reprocher une erreur. Il n'y a pas eu une faute de main, il y a eu des petites situations sur des dégagements. Là, il y en a eu une aussi où il est à la 30e minute. Qu'est-ce que tu manges ? Lâche ces M&M's. Non, c'est pas ça. On a à la 30e minute, il y a une situation où effectivement il se fait un peu peur avec un mauvais dégagement. Voilà, des petites choses comme ça, ok. Mais sur la ligne, il y a pas. Cette année, on n'a pas noté d'erreur de sa part. Donc forcément, ça fait aussi une grosse différence, quoi. Fin de premier acte assez tranquille. Le début reprend bien. On n'est pas loin d'un CSC aussi pour Monaco, avec Kandé, mais qui pas loin de tromper son propre gardien. Mais ce qui a noté, c'est le très beau mouvement entre Ben Yedder, Ben Seguir, Minamino. Enfin, tout le monde était impliqué. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal. On reprend bien, mais après, c'est vrai que ça a été plutôt tranquille jusqu'au dernier quart d'heure où c'est là, ça s'est reparti, Rome. Tu parlais d'Oukidja, fautif tout à l'heure, donc c'est là le 4e but, le premier de Balogun, très, très chanceux, quoi. Il a le mérite d'aller presser le gardien, mais c'est vrai que ça... Autant je me rappelle quand même Bolo avait pressé face à Rennes l'année dernière, c'était plus sur un dégagement et il l'avait devancé, il l'avait contré. Là, ça me rappelle un peu plus ce qu'avait tenté Loris en finale de Coupe du Monde. Mais le geste là est encore... Mais bon, au final, c'était on est 4-1, je crois, à ce moment-là. Enfin bref, ça n'avait pas eu d'importance, mais là, le geste est quand même assez improbable parce qu'en plus, il tente vraiment de la passer en talonnade. C'est même pas qu'il... C'est même pas un dribble pour lui-même, c'est vraiment une passe talonnade devant son but. C'est une prise de risque énorme. C'est dire que c'est typiquement ce qu'un de nos gardiens aurait été capable de faire sur les dernières saisons. Tu parlais de Croatie, enfin de la finale France-Croatie. Du coup, ça me fait penser, mais Subasic a déjà tenté des râteaux comme ça dans la surface, mais il avait réussi. Mais je crois qu'il a déjà tenté un râteau comme ça. On a eu Barthez chez nous, qui était un gardien un peu fantasque, des Pascal Olmeta, des gardiens qui faisaient des
Mais là c'est fait, et puis c'est mal fait, et puis en plus dans une équipe qui va mal, enfin, ouais, c'est complètement... En plus, c'est pas un grand gardien non plus. Bah, tant mieux pour nous, et tant mieux pour Balogun, ça lui permet de réouvrir son compteur but, mais c'est quand même une énorme erreur du gardien messin, quoi. Oui. Mais là, du coup, c'est vrai qu'on est content parce qu'on se dit, bah finalement, 3-0 par rapport à ce qu'on était capable sans doute de faire, c'était sans doute pas suffisant. on aurait peut-être été un peu sur notre faim, entre guillemets, en se disant que on aurait pu en mettre 4-5, ce qu'on a fait finalement, on en a mis 5, mais c'est vrai que tu te dis, bon, 3-0, vu comme on les a mis vraiment la tête dans le seau en première période, on aurait pu pousser un peu plus, et c'est là que c'était l'important, c'était aussi de cette différence de but, parce que on a la deuxième meilleure attaque du championnat, pas de souci, derrière Paris. Je ne sais plus exactement à combien est Paris. La différence n'est pas forcément énorme. Nous, ce qui nous plombe, c'est la défense. En tout cas, ce qui plombe notre différence de but, c'est la défense. Voilà, on est à 52 buts, Paris est à 64. Mais je veux dire, si on regarde Brest 37, Lille 39, ce sont les troisième et quatrième. Mais ça n'a jamais été le problème. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire ça n'a jamais été le problème. Non, bien sûr. Hein. Mais nous, c'est la défense. Rarement. On concède énormément. Et donc, du coup, c'est vrai que si on veut soigner notre différence de but, on est obligé d'espérer, de compter sur une attaque vraiment prolifique. Mais qu'on a souvent eu, même si, encore une fois, c'était dans mon point j'aime. Dernièrement, on était un peu frustrés des entames de match et des situations ratées. Voilà, si tu prends la saison dans son ensemble, le nombre de buts marqués parle pour lui. Même si on peut critiquer, Balogun a été beaucoup critiqué, même Ben Yedder qui n'a pas marqué maintenant depuis 7 matchs, si je ne dis pas de bêtises, qui est quand même assez dingue pour lui. Je commence à douter de ses 115 et 116e buts. Hein, il va se réveiller. Mais c'est vrai que, mine de rien, on pourra, je pense qu'il y aura en vrai, on pourrait faire un débat un jour, Ben Yedder, parce que je ne sais pas si on l'a vraiment fait, ce débat, est-ce qu'il faut prolonger Ben Yedder ? Même si je pense que la réponse, au fond, on la connaît tous, et je pense qu'il ne le saura pas. C'est en tout cas comme ça que l'histoire va se terminer, je pense. Mais c'est vrai qu'on pourrait en tout cas faire un peu le débat de savoir est-ce que c'est intéressant pour nous de le faire. Mais c'est vrai que si on regarde un peu cette saison-là, même un peu les saisons précédentes, il y a quand même des grosses périodes de rien, des grosses périodes avec des doublés, triplés, ensuite du rien. Il y a quand même, c'est quand même assez séquencé, quoi. Ces saisons, c'est pas, y a pas une continuité, une régularité. C'est la vie d'un attaquant normal. Hein. Enfin, c'est forcément, tu vois, et encore même Mbappé, là, ça fait quelques matchs là qui marquent plus, mais si tu regardes Jonathan David, c'est quand même lui le spécialiste des je fais 6 premiers mois de merde et je fais une deuxième partie de saison exceptionnelle, ça fait quand même 3-4 fois qu'il leur fait le coup. Hein. Ouais. Avec Lille. Et c'est vrai que Ben Yedder, c'est un peu... mais c'est logique pour des attaquants de ce niveau-là. Sinon, il ne serait pas à Monaco s'il était capable de planter quasiment à tous les matchs. Il ne l'a jamais fait, même à Séville. C'était un bon attaquant. C'était pas l'élite comme sont d'autres attaquants. Ouais. C'est vrai que là, 7 matchs, ça fait beaucoup. Ça fait un peu long, ouais. Ça fait long, là. Ouais. En tout cas, 4-0, on se dit, bon, c'est bien, ça, c'était ce qu'on espérait, sauf que, on va pas le garder longtemps. Ouais, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'on s'arrête un peu, et d'un coup, d'un seul, la défense qui jusque-là avait été globalement solide, ou en tout cas avait laissé que des possibilités pas encore faites pour les Messins, et avait permis à notre gardien d'être décisif. Là, il est laissé à l'abandon. Je ne sais pas vraiment qui incriminer. En plus, le match, maintenant, ça fait plus de 48 heures et je n'ai pas revu. Donc, je n'ai pas exactement en tête le détail. Mais ce le qu'on peut premier noter, et le second but, c'est les deux mêmes, en fait. C'est ça. Et ça, et ça vient du même côté. Alors, on pourrait dire, Jacobs, il n'est pas non plus particulièrement fautif en soi sur les buts. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça vient un peu de lui, de son côté. Mais oui, on est d'accord, à chaque fois, un ballon au centre. Alors sur le deuxième, je trouve que Majewski peut peut-être essayer d'intervenir. Peut-être. Honnêtement, j'ai plus assez. Sur le premier, je crois. Donc, peut-être qu'il peut faire mieux.
sur le centre, je crois. Mais oui, après, voilà, c'est un peu deux fois le même, ouais, on est d'accord. Bah, un peu beaucoup, ouais, quand même. Il y a beaucoup de similitudes, en tout cas. Mais bon, voilà, donc à 4-2, il reste 5 minutes avec les arrêts de jeu, une petite dizaine. Tu commences quand même à te dire, putain, ils vont pas nous faire un truc improbable. Bon, puis finalement, il y a ce 5e but de Balogun, corner tiré, ce coup-ci par Akliouche, hein, voilà. Bien détourné par Thilo Kehrer et Balogun qui marque à bout portant, geste d'attaquant, Ah oui, tiens, d'ailleurs. réflexe. Je voulais vérifier, Voilà. j'ai oublié de vérifier ça, c'est ce que je voulais regarder tout à l'heure. Savoir si une passe décisive a été accordée à Kehrer sur cette Oui. situation. Bah forcément. Oui. On comprend plus rien sinon. Oui, non mais comme c'est pas, est-ce que si tu juges entre guillemets l'intentionnalité, tu vois, je suis pas persuadé que Kehrer cherche à Balogun à ce moment-là. Il essaye de faire une tête, oui. Oui, voilà, il Peut-être essaie de qu'il faire vise une le tête but, plus mais- pour marquer, je pense, pas dans l'idée forcément de. Mais voilà, non mais par exemple, tu vois, parce que hier le cas, ils ont finalement accordé à Asensio sur le 2e but parisien, alors qu'elle est déviée par un Marseillais. Et normalement, en général, Il quand a elle est crochet, retouchée, elle est retouchée par un défenseur c'est pas validé. Donc là, ils l'ont validé. Donc bon, des fois, c'est pour ça que j'étais pas sûr. Mais bon, ouais, je viens de vérifier, c'est bon. Moi, ce que je me dis, c'est que finalement, s'il n'y a pas le but un châteux de Balogun avec Oukidja, c'est que c'est pas 4-0 mais 3-0, que c'est peut-être 3-2 potentiellement, et que là, c'est peut-être pas la même fin de match sur les dernières minutes. Peut-être que s'il n'y a pas le 4e, tu te relâches un peu moins. Bon, de toute façon, on ne saura jamais ce qui se serait passé. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé comme ça et que dans un match qui est globalement très positif, d'ailleurs on le verra, mais on n'a pas vraiment de flop, bah, c'est quand même con de réussir à en prendre 2, quoi. Déjà, 1, ça faisait un peu chier, mais 2... Ouais. Encore une fois, ça pose le problème de la défense et de sa capacité à être... Voilà, l'attaque peut pas marquer 3 buts à chaque match, quoi. C'est pas possible. Donc ce serait bien il va que falloir ce soit régler le cas. ça. Mais oui, Là, on a 4 gros matchs qui arrivent, si je dis pas de bêtises. Il y a Rennes, il y a Lyon, il y a qui d'autre? Il y a Rennes, voilà, c'est même pire que ça. Lille. C'est Rennes, Lille, Rennes, Brest, Ouais. Lille, Lyon. Ouais, voilà. C'est ça. Donc c'est 4 gros, même si Lyon c'est un peu particulier, mais on Ouais. sait très bien que chez eux, globalement, Ouais. ça ne réussit pas. C'est Et jamais facile. derrière, tu finis un peu plus serein par Montpellier, mais bon, Montpellier qui aura peut-être... Montpellier-Nantes. Ouais. Nantes qui va jouer ça un sur petit Montpellier-Nantes peu- qui vont jouer leur Mais survie, pas quand si évident. C'est ça. Mais quand même, sur le papier, ça semble Sur le plus papier, oui. facile, Surtout en si tout toi, cas. si t'as besoin, entre guillemets, t'as Mais autant bon. d'enjeux qu'eux, de valider la Ligue des Champions. Donc peut-être Et que puis, ce c'est pas sera des fait avant. équipes, Ça peut être aussi. Mais... C'est a priori pas des équipes qui marquaient. Quoique Nantes, le match aller avait été un match Oui. un petit peu foufou. Un peu fou, ouais. Mais Mais c'est vrai que si tu parlais des bon, prochains on matchs, verra. donc c'est des gros adversaires, on parle de Rennes, on parle de Brest, on Enfin, parle des de- gros adversaires, enfin, des au niveau de rencontres la en Ligue 1, jeu, hein. quoi. Pas des gros adversaires, des concurrents directs, voilà. Mais c'est vrai que par rapport face à ces équipes-là, les derniers matchs, bah, c'est Lens, tu prends 2 buts quand même, c'est Nice, tu prends 2 buts aussi, donc voilà. Mais c'est vrai les 2 fois on en a marqué 3, c'est peut-être qu'un jour ça va peut-être pas suffire aussi, on est d'accord. Donc il faudra peut-être être capable de mieux verrouiller, Mais quoi. comme Mais bon, c'est- c'est pas le... Comme c'est arrivé plein de fois. C'est pas le cas c'est pas ce que nous dit, ce que nous apprend cette saison, quoi. Putain, avec une défense ne serait-ce que un peu correcte, on serait à la lutte avec le PSG. On serait peut-être à 3-4 points derrière eux, quoi. Là, on est à 10. C'est Ouais. ça, 10? 12, Peut-être plus, même. 12, 12, ouais. 13 même, je crois. Ah oui, non, on était revenu à 10 et on est à 13. C'est ça, Ouais, voilà. Mais on aurait bien 7-8 points de plus sans aucun problème. Mm. Les Lorient, les non, bien sûr. les Nantes au match aller, Oui. bon, bref, Mais après, j'en ai c'est plein en tête. souvent Même le- Paris, Mm. on doit le gagner ce match contre Paris. Alors, en l'occurrence, c'est pas un problème de défense, mais voilà. Ouais. Mais non, mais c'est ce que dit. C'est souvent le refrain d'Hutter en disant j'imagine même pas où on serait si on avait été capable si on n'avait pas perdu 4 points en fin de match contre Lorient.
Oui. Lorient, c'est 2 fois en plus. Bah oui, c'est pour ça les 4 points du coup. Non, mais j'avais plus en tête le match aller, c'est vrai que c'est 2 fois pareil, quoi. Crucifié par un ancien monégasque à chaque fois, on le rappelle. On en parlait au dernier débrief, c'est ça. Voilà. Mais du coup, moi, je veux bien j'ose pas le cimer avec des si, mais à un moment donné, le responsable aussi, c'est un peu toi quand même, à un moment donné. Je veux dire, oui, il y a des joueurs, bien sûr. Mais le travail de l'animation défensive, ça tombe pas du Saint-Esprit. Alors après, lui, il choisit volontairement de jouer très, très, très déséquilibré vers l'avant, donc forcément que la défense, gagner 5-2, pour lui, ça lui pose pas de problème. Parce que ton équipe a marqué 5 buts et il s'en fout d'en avoir pris 2. Visiblement, le problème c'est que le jour où tu marques pas 5 buts, il faut savoir gagner 1-0. Contre le Havre, t'aurais dû gagner 1-0, au final t'as pas gagné 1-0. C'est ce genre de match où tu n'es pas capable. Lorient, tu dois gagner un peu salement, tu gagnes pas salement, tu n'y arrives pas. Ouais, c'est plus les matchs où on a encaissé des buts qui me posent problème, parce que c'est vrai que parler de Paris ou quoi, les matchs où on n'a pas marqué, il y en a quand même peu, parce que globalement, l'attaque n'est pas un problème. Et pour le coup, là, c'est des matchs où c'est plutôt positif de te dire que tu n'en as pas pris non plus. Ouais. C'est les rares matchs où tu n'en as pas pris, d'ailleurs, parce que des clean sheets, il n'y en a quand même pas 150 depuis le début de saison. Non. Mais on a su le faire de temps en temps, mais bien évidemment pas assez. Et il va falloir clairement améliorer ça sur la fin de saison, parce que c'est des équipes, en tout cas les 4 qui arrivent, auxquelles il sera peut-être un peu plus compliqué de marquer 3 buts à chaque fois, ou même 2. Oui, parce que Lille, Brest, c'est pas des équipes qui prennent non plus beaucoup de buts, finalement. Donc, au match aller contre Lille, offensivement, on avait, alors qu'on était un peu en forme, ça commençait déjà à redescendre, mais c'est une équipe qui nous avait vraiment complètement cadenassé, on n'avait rien su faire, quoi. Donc voilà, objectif, donc là, deuxième place. Après, là, le truc, c'est de se dire, on a encaissé 2 buts par le FC Metz, quoi. Mais à 4-0. Oui, mais le FC Metz, quoi. On parle du FC Metz. C'est anormal, mais c'est toujours un match, c'est un scénario. C'est différent que si ça avait fait un partout, 1-0, 2-2, tu vois, et qu'on avait réussi à se détacher en fin de match. Ouais. Là, ça reste anormal et décevant. Mais au final, tu t'es pas fait peur ce week-end. Mais non, 4-2, mais voilà, je me dis, tu dis par rapport face à une équipe qui meilleure, défensivement, tout est loin d'être réglé. Une des solutions, alors on parlera du milieu de terrain. Est-ce que finalement Golovin n'est pas une bonne solution au milieu de terrain, pour l'attaque en tout cas? Défensivement, il fait le boulot. On peut pas. En tout cas, il fait les efforts, ça c'est sûr. Il récupère des ballons quand même. Mais c'est vrai que la question de l'entrejeu, elle est cruciale aussi. On parle de la défense, mais la défense, c'est pas seulement 4 défenseurs et un gardien, c'est aussi tout un système, un ensemble. Est-ce que finalement, déjà Golovin, ça peut être une bonne solution au milieu de terrain de manière plus régulière, et pas seulement quand il y avait des absences? On rappelle que c'est Zakaria qui était absent là ce samedi. Est-ce que ça peut pas être une bonne solution? Contre Paris aussi, ouais. Bah oui, parce que Zakaria était encore absent. Paris aussi. Oui, c'est bien pour ça, mec, que je dis ça. Contre Marseille aussi. C'est bien pour ça. Mais là, c'est parce que c'était Fofana qui était absent. Suspendu. Oui. Donc voilà, en général, c'est plutôt comme ça, ou alors sur des fins de match, éventuellement, s'il choisit de faire entrer un joueur plus offensif. C'est le débat qu'on a choisi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question il fait des bons matchs à ce poste-là. C'est une question qui revient quand même depuis son arrivée, quasiment, si on regarde bien. Parce que quand ça a toujours été un peu tense. En fait, pour faire un peu de généalogie avant ce débat, mais c'est vrai que si on regarde bien, quand il est arrivé, on nous disait ouais, c'est un numéro 10, et puis en même temps, il est un peu 8-10 entre les deux, et finalement, dans un milieu à 4, est-ce que s'il joue 8 à côté d'un numéro 6, est-ce que ça... Donc c'est vrai que même déjà, dès sa première saison, c'était une question qu'on se posait.
Oui, et c'est vrai que le truc, c'est qu'on l'a souvent fait jouer quand même un peu sur un côté, hein, pas ailier pur non plus, mais et aussi, il y avait une chose qui était très positive, c'est qu'il y avait quand même une vraie bonne entente avec Caio Henrique. C'est vrai Ouais. que les deux fonctionnaient très bien. Donc, Ouais. si tu le replaces à ce niveau-là, c'est une chose potentiellement que tu perdras un petit peu plus. Mais c'est vrai que dans le cœur du jeu, semble en tout cas avoir les qualités requises. Maintenant, la question, c'est dans quel système, c'est avec qui. Là, certes, il joue, mais parce que Zakaria n'est pas là. Zakaria reste un titulaire en puissance, et Fofana aussi, hein, quoi qu'en disent certains. Mhm. Donc, en tout cas, jusqu'à la Ouais, fin ouais. de saison, l'année Ouais, bien prochaine, sûr. ça sera autre chose. Donc, moi, je ne serais pas contre tenter 4-3-3 Mhm. avec, Ouais, avec ces trois-là au milieu ouais, moi je suis pour la fin de pas. l'année. Au moins le voir, quoi. Ouais. Moi, c'est pas forcément le système que je voudrais voir. En tout cas, ce que je note, c'est que je me souviens, parce que pour revenir encore aussi un peu à ces questionnements, ces débats qu'on avait déjà pu avoir par le passé, je me rappelle aussi même d'un échange. On avait dû inviter Fabien Pigalle à l'époque. Je crois, enfin, sa remarque, ça avait été, mais Golovin, si tu le fais jouer au cœur du jeu, il explose au bout de 60 minutes de jeu, en fait. Parce qu'il n'avait pas le coffre, il n'avait pas le volume, physiquement, il était pas du tout. Là, c'est vrai que c'est depuis 1 an et demi, c'est un joueur qui a énormément progressé, qui te permet maintenant d'avoir cette option-là parce qu'il a énormément travaillé, il a énormément progressé sur le plan athlétique, sur le plan physique. Il a beaucoup plus de volume de jeu qu'il en avait à son arrivée, quoi. Alors, c'est aussi pour ça qu'il devient une peut-être. solution plus crédible, en fait, à ce poste-là. Peut-être moins blessé, ça lui permet de. Ouais. Parce que ça fait quand même maintenant 2 ans, enfin, Oui, ça va faire 2 ans que. C'est global, quoi. qu'on a- C'est une progression qu'on a globale Golovin. athlétique, quoi. Et après, moi, enfin, ça pose aussi une autre question. Est-ce que vraiment c'est son meilleur poste, 6 au-delà de la. Moi, si vraiment c'était le cas, pas 6, mais 8, bah, je préfère avoir un Golovin très bon pendant 60 minutes que moyen correct pendant 90 à un poste plus haut, quoi. Maintenant, en plus, dans le foot actuel, tu peux faire 5 remplacements. Ouais. Moi, ça me rappelle un peu parler de Mbappé, mais il y a eu énormément de débats au PSG sur un certain Marco V, hein, qui, pour certains journalistes d'RMC, explosait en plein vol au bout de 60 minutes. Ouais. Et oui, mais si tu faisais 60 minutes de très très haute Ouais. qualité, bah, tant pis, voilà. Tu le sais, tu as 60 super minutes, et puis la dernière demi-heure, bah, tu le remplaces. Mais il vaut peut-être mieux ça que 90, plus fluctuant, parce que Golovin, l'année dernière, on le rappelle encore une fois, c'était le meilleur joueur de la saison. Mais c'était un peu plus fluctuant dans les matchs et dans le niveau de ces différents matchs. Là, globalement, à ce poste-là, à chaque fois, ça a été très bon. Le truc, c'est que l'échantillon est beaucoup plus faible, donc tu peux pas tirer vraiment de conclusions positives sur ça. Maintenant, voilà, je pense que c'est une chose que j'ai envie de voir un peu plus souvent, surtout qu'en plus, à ces postes de milieu offensif, c'est pas comme si on avait personne d'autre. C'est ça. Entre Minamino, nos 2 petits jeunes, potentiellement même Crépin Diatta. On a 3 attaquants, dont un qui est quand même plus ou moins capable, qui dézone pas mal, qui Ben Yedder, décroche. Ouais. Voilà, qui dézone énormément. Donc, oui, c'est pourquoi ça. pas, Tu as les joueurs devant qui te permettent de pouvoir envisager Golovin plus bas aussi, sans trop perdre au change non plus, quoi. Parce que le seul truc qui me dérange là-dedans, et encore que ce week-end, il a malgré tout fait une passe D, c'est que de manière logique, bah, ça l'éloigne un peu plus du but. Oui. Malgré tout, c'est un joueur qui a une vraie bonne qualité de frappe. Ouais. Voilà. Après, quand on voit justement la qualité offensive, enfin en tout cas l'animation offensive, je veux dire, je pense pas que ce soit un problème dans le sens où ça l'empêchera pas de se projeter vers l'avant s'il y a moyen de le faire, ou voilà, je veux dire. Mais ça sera moins naturel, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à ses qualités aussi techniques, c'est vrai que si je pense à un match, à un Monaco-Nantes, je sais pas si tu me vois venir, un peu en. Ça va paraître Fabregas. Voilà. Non, c'était pas, en Regista, c'était ça, ouais. son meilleur match. Ouais. Oui, bah oui. Est-ce que Golovin ne serait pas notre Pirlo? Voilà, ça j'ai vu. Voilà, la question popée.
Le Pirlo, wish, hein, mais Pirlo quand même, quoi. Non, mais pourquoi pas? Moi, je pense que après, c'est vrai que sur la fin de saison, tu dis qu'avec Zakaria et Fofana, il faut forcément changer quelque chose dans le dispositif. En tout cas, sur le dispositif qu'on a vu ce week-end. Mais c'est vrai que après... Ou alors, donc, mais pour l'année prochaine. Parce que là, on le rappelle, on était plus sur donc un milieu, on était 4-4-2, 4-2-3-1. Plus 4-4-2 dans le sens où Hutter envisageait beaucoup plus Minamino comme second attaquant, en tout cas c'est ce qu'il avait déclaré. Mais c'est vrai que tu as un milieu à 2, donc a priori c'est plutôt ça qui reste, parce qu'au final, à chaque fois qu'il a changé par rapport à son 3-4-2-1, 2 machin, enfin, à chaque fois tu as toujours une constante quand même d'avoir un milieu à 2 et pas du tout un milieu à 3 type 4-3-3. Ça, ça, pour le coup, si je dis pas de bêtises, on l'a jamais vu cette saison. Même quand il est passé à 4 derrière. Enfin voilà, ça a toujours été un double pivot. Peut-être sur des fins de match, mais... Ouais. Donc c'est vrai que je l'imagine pas déjà le faire, mais je t'avoue que personnellement, c'est pas forcément un milieu que j'aimerais voir, celui que tu proposes. Pour moi, je trouve que si tu veux mettre Golovin dans l'entrejeu, il y a un Zakaria Fofana en trop. Il y en a un des deux en trop, à mon sens. Ouais, mais c'est compliqué. Moi, malgré tout, je suis dans... Avant même de parler de schéma de jeu, de quoi, je suis avant tout dans la team, tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain. Et ces trois-là, tu peux pas ne pas les mettre sur le terrain. Mais du coup... Ils font partie de tes 5 meilleurs joueurs. Donc, oui, mais après, tu vois, du coup, l'autre chose qui est intéressante de constater, finalement, qu'est-ce qui fait que cette question se pose, entre guillemets, de savoir qui tu pourrais sacrifier, parce que il y en a un qui a énormément progressé, qui toque à la porte, c'est Akliouche, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux toujours, considérer que c'est pas un titulaire indiscutable, ça on est d'accord, mais c'est quelqu'un qui, par ses prestations, postule vraiment maintenant à une place de titulaire, à part entière. Et donc c'est peut-être aussi à cause de lui, entre guillemets, que aussi la question émerge. Parce que forcément, tu te dis, ok, je peux le mettre sur le banc, mais en même temps, il a un niveau de performance qui lui permet d'être titulaire. C'est pas le seul non plus, parce que Minamino, depuis quelques semaines, il est très bien revenu aussi. Golovin, c'est mieux, après un début d'année délicat. Fofana aussi, depuis quelques semaines, c'est mieux, après un début d'année, pas un bon début d'année. Donc finalement, c'est vrai que t'as quand même des mecs qui peuvent vraiment postuler à une place de titulaire. Et comme du coup, tu as Akliouche, qui est vraiment une solution aujourd'hui très crédible en milieu offensif, c'est vrai que tu te dis pas, c'est bon, dès que Fofana, Zakaria sont là, on sort Akliouche, on met Golovin, Minamino, etc. Voilà, la question, elle est réglée. Là, finalement, c'est plus un casse-tête après pour Hutter. Mais tant mieux, quelque part. Oui, il y a aussi forcément cette idée-là dans ce replacement, mais moi, le vrai point de départ, c'est que Golovin est bon à ce poste-là. Oui. C'est-à-dire que s'il était nul à ce poste-là, on le remettrait vite plus haut, quoi. Il n'y aurait pas de débat. Là, en l'occurrence, il est bon. Donc moi, dans mon 4-3-3, Akliouche a potentiellement toujours sa place, ou 4-3-3, ou j'en sais rien, moi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas habitué à faire ça, Hutter, donc il y a peu de chances de le voir, ou un 4-4 de losange, pour ceux qui veulent absolument avoir 2 attaquants. Tu mets Akliouche en 10, quoi qu'il arrive, et ça en revient à ce qu'on dit depuis le début, offensivement, on a des joueurs. Il y en a beaucoup qui sont jeunes, donc on attend de voir. Il y en a un qui est une déception, même si c'est pas si catastrophique. Il y en a un qui arrive au bout de son aventure chez nous. Il y en a un autre qui revient de blessure. Donc on n'a pas non plus de certitude. Il n'y a aucun joueur en fait qui est réellement titulaire indiscutable dans tous ces joueurs offensifs, à part Golovin. Et on se dit qu'on va peut-être le replacer plus bas. Donc c'est là aussi où est le... Minamino, je pense aujourd'hui, on peut dire que c'est un indiscutable. C'est le joueur le plus décisif de la saison. Mine de rien. Si je dis pas... j'ai quand même du mal... J'adore sa saison. Hein. Il fait une saison qui n'a tellement rien à voir avec celle de l'an dernier. Mais honnêtement, si je fais mon 11 type, et je sais pas si je le mets dedans. Hein. Alors qu'il doit le mériter. Mais... Comme tu l'as dit, il y a des choix. Si tu joues qu'avec une pointe, je pense que je le mets. Et si tu joues avec 2 pointes, ça devient plus compliqué pour lui. Après, tu peux l'envisager comme samedi en deuxième attaquant.
c'est une option, hein, dire, sachant que c'est un joueur qui va aussi beaucoup bouger, qui sera pas qui va pas être dans un rôle fixe, hein, non plus. Après, de toute façon, voilà, les systèmes c'est une chose, l'animation c'en est une autre. Là, on a vu, hein, ça bouge beaucoup. Tu as des joueurs qui vont combiner dans les petits espaces. Tu as même ton attaquant Ben Yedder, qui va dézoner, décrocher entre les lignes. Donc, c'est forcément toujours très... ça bouge beaucoup. Là, ce qu'on a un peu perdu avec la défense à 4, c'est des latéraux qui sont vraiment très hauts, parce que quand ils étaient pistons, souvent, on avait Vanderson qui était aussi haut que Ben Yedder, Vanderson, Jacobs qui jouait aussi haut que l'attaquant. Donc voilà, moi après, je pense qu'on reverra peut-être aussi la défense à 3 d'ici la fin de saison. Pour l'instant, ça fonctionne à 4, donc il va pas changer tant que. Mais si jamais tu as un résultat qui fonctionne moins, surtout si contre les gros, que peut-être tu veux repartir sur ça, pour avoir une défense à 3 ou à 5 face à des équipes plus fortes offensivement, bon, peut-être que tu pourras changer, mais dans tous les cas, ça ne changera pas le milieu à 2. Et c'est vrai aussi, pour moi, je trouve que l'autre question, parce que je sais pas, je trouve que le milieu Fofana-Zakaria est pas forcément... C'est quelque chose qu'on avait un peu ébauché en réflexion, mais c'est vrai que c'est aussi un milieu qui est pas forcément très convaincant, au final. Qui paraît pas complémentaire, qui semble pas fonctionner très bien ensemble. Même Zakaria au milieu de terrain, j'ai envie de dire, je pense que peut-être ses meilleurs matchs, ou en tout cas je l'ai peut-être préféré en défense cette année. Non, il y a Nice. Nice, il est exceptionnel. Sur ce match-là contre Nice, le match retour, il est exceptionnel. Et là, il fait un très très gros match, je suis d'accord. Mais c'est vrai que sinon, j'ai plutôt tendance à le préférer en défense, en tout cas dans notre saison. Après, ça correspond aussi à notre meilleure période de la saison, le début de l'année. Donc forcément, les résultats aident aussi et donnent une meilleure perception. Il y avait une meilleure perception plus favorable, quoi. Et c'était dans une défense à 3 où il avait un rôle un peu particulier quand même. Oui, mais qui me plaisait bien pour le coup, que j'aimais bien en plus. Oui, mais c'est vrai que moi aussi, j'étais le premier à le vouloir à ce poste-là. Donc. Mais c'est vrai qu'au final, il est dans le milieu Fofana-Zakaria. Je trouve que c'est pas forcément. C'est pour ça que je le verrais. Comme je disais, moi, je trouve que si on met les 3, pour moi, il y en a un en trop. Et comme c'est pas une association il y en a pas un qui est plus récupérateur que l'autre, il y en a pas un qui est plus relayeur, enfin c'est un peu flou, je trouve qu'on sait pas trop, ils sont pas voilà, je préférais avoir un vrai récupérateur à côté par exemple plutôt que les deux comme ça, plutôt qu'un mec qui soit pas vraiment récup mais qui du coup soit obligé d'être plus bas et plus sentinelle, en l'occurrence Zakaria, alors que c'est pas forcément lui, alors que c'est pas forcément sa meilleure utilisation dans ce rôle-là. Fofana, il est capable de le faire. Quand il se sort les doigts, il le fait. Quand il a envie, il le fait. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, si on part plus de ce qui est concret, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est pas c'est quand les deux sont ensemble, en tout cas, c'est pas lui qui s'astreint à ce rôle-là. Non. C'est vrai qu'on se rappelle, quand il était... quand il jouait avec Tchouaméni aussi, c'est lui qui était beaucoup plus à la récupération que Tchouaméni, parce que il avait moins de qualité de projection que Tchouaméni, donc il était beaucoup plus il se contentait beaucoup plus du travail défensif que de faire de jouer plus haut comme c'est le cas maintenant où il a pris un peu plus d'ampleur. Moi je me dis que les 3, pourquoi pas. Après réellement de quelle manière, en tout cas ça mérite d'être vu. Pour le coup on l'a pas vu, donc ça mérite d'être vu. Après, peut-être que ça fonctionnera pas. Mais bon, j'ai envie de voir ça. Encore une fois, j'ai quand même tendance à vouloir mettre les meilleurs éléments sur le terrain, quoi. Et n'en déplaise à certains, Fofana est un de nos meilleurs éléments. Après, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on va peut-être en parler dans les perfs. Si, mais sa sortie, ça coïncide un petit peu avec le début de la merde. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. On va faire les perfs, alors du coup ça y est, voilà. Vas-y. Écoute, on a qui ? On a Akliouche en top. Ouais. Voilà, on en parlait d'Akliouche justement déjà dans le débat, mais c'est vrai que là il fait un super match et on l'a mis en top. Ouais, c'est mon top parce que du coup c'est pas lui qui est passeur pour Mina Vidéo,
mais il est buteur sur le second but et sur une belle action solo où il utilise bien le jeu sans ballon, le fameux jeu sans ballon de Wissam Ben Yedder, qui tire le corner aussi. Les plus belles heures de Valère Germain. Et puis c'est lui qui tire le corner, donc ça c'est pour le côté décisif statistique. Puis même voilà, il a plutôt fait un bon match. Il est plutôt là dans une bonne phase individuelle. Il apporte des bonnes choses. Il avait une bonne période, je sais plus, c'était octobre à peu près, où il avait commencé il y avait eu ce fameux match contre l'OM, évidemment. Il avait commencé un peu à se faire sa place, puis ça avait été un peu plus compliqué dans un rôle de titulaire, peut-être le coup de se faire un rôle un peu plus important. Et là, de nouveau, il semble de nouveau avoir potentiellement sa place. Donc, bon match pour moi, pour Marnès Aklious, et puis voilà. Et du coup, pour moi, c'était Golovin. C'est vrai on aurait pu, en même temps, qu'on faisait le débat, parler de sa performance contre Metz. C'est vrai qu'on finalement, en creux, on l'a pas vraiment évoqué, cette performance-là, même si, effectivement... on dit quand même que on veut le voir parce qu'il est bon à ce poste-là. Voilà, c'est ça. Si on fait le débat, c'est aussi parce qu'il a convaincu. Donc, c'est que ce match-là aussi... C'était pas que celui-là en l'occurrence, parce qu'il y en avait eu d'autres, mais ce match-là nous a encore donné un peu de grain à moudre sur cette question. Donc voilà, c'est vrai que dans le côté un peu meneur reculé, distributeur, capacité à orienter le jeu, la galette évidemment pour Vanderson, énormément d'efforts, beaucoup de ballons, comme je disais aussi, des ballons récupérés. Il y en a eu une dizaine aussi, donc il fait le boulot, il fait les efforts, donc il y a une grosse activité, grosse performance de Golovin au milieu de terrain. Et tu disais quand Fofana est sorti, ça allait moins bien. Quand Fofana est sorti, mais aussi quand Golovin est sorti, parce que mine de rien, quand Golovin sort, il y a le deuxième but, Messin qui arrive juste derrière, quoi. Il sort au moment du 4-1. Il sort juste après le 4-1, exactement. Ouais. Et il est remplacé par Magassa au milieu de terrain. Non, par Edan Diop. Ah putain, par Edan Diop. Il remplace qui, Magassa, alors? Fofana. Ah bah oui, c'était faux. D'ailleurs, oui, peut-être qu'il faudra en parler. Exact. Il faudra peut-être parler de Magassa aussi, peut-être au milieu de terrain, au final. Non, mais une prochaine fois. C'est là où on a envie de le voir, potentiellement, mais actuellement, j'ai surtout pas trop envie de le voir, quoi. Oui, disons que les entrées qu'il fait au milieu de terrain récemment sont pas forcément des entrées qui... Voilà, quoi. Voilà. Il a plus trop de rythme, il a plus trop... Ouais, ça, c'est vrai que je pense que la dynamique, la lancée, elle y est plus, quoi. Il a plus l'élan, quoi. Ça, c'est clair et net. Il jouait énormément, il jouait énormément à un poste qui est pas le sien, et du jour au lendemain, il joue plus du tout. Ouais, c'est ça. Dans les autres tops, moi, effectivement, j'avais mis, en tout cas sur la diagonale, j'avais mis Fofana à 7. Ouais. Il faisait partie des meilleurs joueurs du match pour moi. Les trêves internationales lui font du bien. Ouais, c'est celui qui avait touché le plus de ballons à sa sortie. Il était à 100 ballons touchés sur 65 minutes. Et assez précis, globalement, des bons décalages. Il y a quand même des situations qui viennent de lui, des occasions qui viennent de lui parce qu'il fait les bons décalages. Après, il y a eu quelques pertes de balles où on a vu sa légendaire nonchalance qui ont donné aussi des situations, ça c'est vrai. C'était moins bien, mais bon, globalement, je trouve que c'était un match assez solide de sa part, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres performances que tu as envie de souligner quand même sur ce match? Parce que finalement, il y avait eu beaucoup de bonnes performances quand même, de positives. Non, mais en fait, c'est plutôt... Après, je trouve que le reste, c'est plutôt positif. C'est pour ça que, là, si on parle des flops, en fait, j'ai pas de flop. Donc, c'est pour ça que j'ai pas d'autres joueurs vraiment qui ressortent du lot. Voilà, Minamino, les deux latéraux ont plutôt fait le job. D'ailleurs, c'était un de nos points avec
avec Flo lors du dernier débrief que Ouattara avait quand même fait 2-3 matchs un peu plus compliqués et que du coup Jacobs méritait d'avoir de nouveau sa chance jusqu'à la fois où on dirait qu'il a fait un mauvais match parce que ça va finir par arriver. En l'occurrence ça n'a pas été le cas ce week-end. Même si on l'a dit, les 2 buts viennent de son côté aussi quand même. Même si c'est pas que lui. Vraiment fautif dessus. Oui, voilà. Non. C'est quand même très intérieur surface. Donc... Mais non. Ouais, mais c'est vrai que moi, je voulais un peu souligner Jacobs quand même, mine de rien. Puis aussi Kerrer. Voilà, j'avais envie de souligner Kerrer qui fait un bon match, j'ai trouvé. Jacobs a réussi tous ses tacles, d'ailleurs. 9 tacles réussis sur 9, c'est pas mal. Quand même. Mais Kerrer aussi, il y a beaucoup de bonnes interventions quand même, je trouvais, pas mal de dégagements, c'est solide, je trouve qu'il prend un peu plus d'importance, un peu plus d'ampleur, on dirait qu'il commence un peu plus à s'imposer aussi dans cette équipe, dans cette défense. Donc, il n'avait pas joué dernière. Ah, Kerrer, tu veux dire, pas Jacobs. Ah oui. Ah oui, je croyais que tu parlais de Jacobs. Oui, parce que j'ai fait un petit aparté sur Jacobs, sur une stat que je voulais placer, mais effectivement, après je parlais de Kerrer, non, bien sûr. Depuis son arrivée au mois de janvier, Et Kerrer, il avait fait des bons débuts. Souvent, on disait que ça a été notre meilleur défenseur sur les 2-3 premiers matchs de Thilo Kerrer. Bon, il n'y avait pas Singo à ce moment-là. Il n'y avait pas Salissou. Je suis pas souvenir d'avoir dit ça. Personnellement. Si. Ah bon ? Si, tu peux te retaper nos différents débriefs du mois de janvier pendant la CAN. Après, il jouait avec Maripane, donc forcément, tu passes rapidement pour un génie. Mais... Pardon, ça m'a échappé. Bon. Après, il a eu une période plus compliquée. Et maintenant, c'est de nouveau, un peu mieux. Je dois avoir des notes moyennes, moi, au début pour Kerrer. C'était du 5. Si. En coupe et tout. Non, mais même en... Oui, non, mais parce que c'est aussi des matchs où on prenait des buts, mais c'était... je me rappelle, il y a au moins 2 fois où on a dit, écoute, ça a peut-être été le meilleur. Et puis après, il y a eu ce penalty contre qui concède un penalty à la course, c'est Marseille. Dans le 2-2, je crois que c'est ça. Et à partir de là, c'était plus compliqué. Ouais, peut-être, ouais. Non, c'est pas Marseille, mais je sais plus contre qui c'est. Enfin bon, bref. Il avait concédé un penalty. Mais les tout débuts avaient été plutôt corrects. Ça doit être Marseille, ouais. J'étais plus sur du moyen, mais... ok, on peut te l'accorder. Tu réécouteras les débriefs encore une fois. Ouais. Oui. Donc dans les flops, j'avais quand même envie de souligner les entrants, hormis Balogun, finalement, Magassa, Diop, Diatta aussi, plutôt décevant. Voilà. C'est surtout que... Alors, Diatta, je n'ai même pas vu qu'il était rentré en fait. Alors qu'il est rentré un petit moment. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'au niveau même de l'intensité des autres, on sent que ils sont pas rentrés dans le match, ils n'étaient pas vraiment au diapason de l'équipe, quoi. C'était en dessous. Ça montre aussi l'écart. Tu rentres dans un match où tu mènes largement, c'est quand même... Alors, Balogun, encore une fois, son entrée est au final bonne parce qu'il y a quand même 2 buts, dont un qui va chercher tout seul, même si c'est une grosse erreur du gardien, il a le mérite d'être là et de faire le pressing, alors que le score est de 3-0 à ce moment-là. Diatta assez neutre, et puis les 3 autres, c'est pas des foudres de guerre. Alors, il y en a peut-être un ou des 3, Koulibaly pour le coup. Bon, le Koulibaly rentre à la dernière minute. Très peu de... lui il rentre à la dernière minute, donc je le mettais pas dans le lot pour le coup. Oui. Mais c'était plus les 3, Diatta, Magassa et Diop pour le coup. Magassa, il a plus trop de rythme, et puis forcément, tu remplaces un international plus compliqué, et puis Dan Diop, faudrait peut-être juste arrêter de le faire rentrer en fait. Je sais que tu l'aimes bien, mais... Après, il a pas beaucoup de rythme non plus, en même temps. Non, mais même quand il en a. C'est bien, il n'a pas concédé le péno. Ouais. Et c'est une bonne chose. Il y a une vraie amélioration. Non, mais je rigole, je suis un petit peu dur avec lui parce que c'est un running gag qu'on a entre nous. Dès qu'il rentre, on se dit que le match est mort. Je l'ai fait moi-même. Pour te faire Ceci chier. dit, tu l'as fait toi-même. Je l'ai fait moi-même en disant c'est bon, il y a le deuxième but qui va arriver. Et résultat, il est arrivé. Bon, c'est pas de sa faute, mais. Et le deuxième but est arrivé. Bah ouais, mais malgré tout, il y a une.
Non, donc ouais, non, mais très clairement, le banc a pas fait. Enfin, en tout cas, ces 3 joueurs-là ont pas apporté et n'ont pas insufflé ce qu'ils auraient pu insuffler. Voilà. Et Mbolo n'est pas rentré. Non. Je trouve ça dommage quand même, malgré tout. Je m'en fous, moi tu ça vois, me gêne pas. J'en fais pas un drame. Mais il y en a certains qui en ont fait. même si... Oui, non, mais enfin, tu peux te dire que quand même le scénario était parfait pour le faire rentrer. Et dans une semaine, il sera vraiment beaucoup mieux remis. Ouais, bon. Ça fait 8 mois, hein. Au bout d'un moment, c'est tu peux ou tu peux pas, quoi. Mais bon, après, il a fait le choix de ne pas le faire rentrer, c'est pas trop grave, mais je trouve que le scénario était parfait pour que ça soit maintenant, quoi. Oui, moi ça me gêne pas, ça me choque pas. Je veux dire, il y en a d'autres qui en ont profité aussi. Justement, c'était le scénario où tu pouvais faire rentrer d'autres qui n'ont pas forcément sur la fin de saison beaucoup d'opportunités aussi, quelque part. Dans une fin de match où tu peux enfin faire aussi tourner et te faciliter un peu et rentrer des mecs qui depuis 6 mois peuvent pas rentrer parce que tu es à l'arrache, que tu gagnes pas, et que du coup ils peuvent pas. Voilà. C'est ça aussi. Ouais, mais autant faire rentrer un mec sur qui tu vas compter. Ouais, peut-être qu'il compte sur Eden Diop et sur Koulibaly. Hein. Je crois qu'il aime bien Eden Diop. Visiblement, il l'aime bien. Après, il a quand même peut-être perdu un peu peut-être redescendu un peu dans la hiérarchie, ceci dit. Bon. Il y a moins de blessures aussi, il y a moins d'absence. Oui, non, mais je veux dire, même quand il y en avait d'autres, c'est vrai que tu sentais que il avait peut-être un peu loupé le coche. Mais bon, puisqu'on parlait d'Embolo, ça me donne envie de tenter justement de lancer les paris pour terminer l'émission. Oui. Je vais commencer par le mien, du coup, puisque la transition est toute trouvée. Mon pari pour le prochain match, donc on le rappelle, ce sera Monaco-Rennes, plutôt. Et donc, c'est que Mbolo va jouer ses premières minutes de la saison. Voilà. Dimanche 17h. Dimanche 17h05. Ouais. Pour moi, c'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe, non, mais... Il y a Toulouse qui joue en Coupe d'Europe à 16h, donc je ne verrai pas vraiment la première mi-temps, mais bon, je la regarderai d'un œil, mais ça sera évidemment rugby en priorité. Sport mineur. Mais oui, non, par contre, ça serait bien de revenir sur les pronostics de la semaine. Voilà. Ouais, mais t'es le premier à le faire, quand t'as bon. J'allais le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, annonce ton prochain pari. Alors, mon prochain contre Rennes... c'est que comme on est à domicile, on va pas gagner. Super, les bonnes nouvelles. On espère J'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle. On espère que cette année, sur ce pronostic-là, tu n'auras pas raison, puisque sur celui de Metz-Monaco, tu avais eu un prono 100% succès. Et oui. Qui était donc un buteur, un défenseur qui allait marquer un but. Et donc, Vanderson a marqué. Donc, félicitations. Vanderson m'a permis de valider ce pronostic. Il aurait pu, même avec un peu plus de réussite, me le valider au bout de 2 minutes. Ça aurait été fait. Et Flo avait fait le pronostic que je fais moi là, pour le prochain match, à savoir Monaco ne gagnera pas à Metz. Mais moi, j'ai envie lui, il avait dit match nul. Carrément match nul. Il avait dit match nul. Mais moi, j'ai envie d'être dans la continuité de nos dernières performances. C'est perf à l'extérieur, un match de merde à domicile. Non, en ce moment, c'est victoire à l'extérieur, match nul à domicile. En ce moment, c'est l'alternance, c'est ça. Donc, Monaco ne gagnera pas. Mais ce serait bien que ça s'arrête. Parce que du coup... non, mais c'est pas ce que j'ai envie. Hein. Parce que Rennes n'est pas dans une bonne dynamique. On peut faire un petit point sur le classement, du coup, parce que c'est quand même important, la 27e journée. Il y a peut-être un premier tournant, si je puis dire, sur cette 27e journée, parce que donc Brest a gagné. Donc Brest garde la 2e place, 50 points. Monaco a gagné, 3e, 49 points. Lille a gagné, 46 points. Donc il reste à 3 points de Monaco, mais Lille a battu Lens. Donc pour Lens, c'est quand même un deuxième coup d'arrêt, puisqu'on se rappelle, avant la trêve, ils avaient justement perdu contre Nice. Donc ça fait 2 défaites de suite pour eux, et ils sont donc maintenant à 7 points de Monaco. Et Nice également, du coup, a perdu
défaite contre Nantes, le Nantes de Camboiré, qui pour son retour sur le banc des Canaries. Les Canaries ont mangé les Aiglons, si je puis dire. Donc Nice, c'est maintenant, clairement, la dynamique de Nice, elle est catastrophique, puisqu'ils sont à une victoire en 8 matchs de Ligue 1, sur les 8 derniers matchs, donc c'est très mauvais. Ils sont à 43 points, ils sont à 6 points de Monaco. Et on rappelle aussi les défaites de Marseille, battues par Paris 2-0, et de Rennes, battues par Strasbourg 2-0 aussi, si je dis pas de bêtises. Non, mais globalement, pour simplifier, les 4 premiers ont gagné, les 4 suivants ont perdu. Voilà. Donc forcément, il y a un petit... Bon, après, Paris, c'est un peu à part. Paris, mais oui. donc forcément, il y a un petit trou qui s'est creusé. On a maintenant 6 points d'avance et on a un meilleur goal average que Nice, parce que à force de faire que des 1-0, forcément, t'as pas un goal average de dingue. Nice, c'est un peu meilleur que Lens. C'est-à-dire que si on avait eu la défense de Nice avec notre attaque, c'était pas loin d'être champion de France, mais bon. Voilà. Mais oui, on a aussi un meilleur goal average que Lens, que Marseille, et on est à égalité avec Lille, plus 14, plus 15. Ouais, c'est quasiment. Ouais, mais c'est dommage, on aurait pu au moins être à niveau. Oui, voilà. Mais t'es pas en retard, quoi. Non, mais bon, je veux dire, c'est. Brest, il y a un petit trou. Brest, il y a un petit trou avec 3 buts, sachant que tu les joues en plus. Oui. Ce match aura forcément une grosse importance, mais oui, voilà. Lille, Brest, semble en tout cas que... C'est fou quand même, mine de rien. C'est vrai que quand tu vois le calendrier en début de saison, tu te dis pas que l'enchaînement Lille-Brest, ça va être un enchaînement pour la Ligue des Champions. Et en réalité, ça le devient. Ça, c'est quand même cocasse. Mais voilà, effectivement, tu dis surtout ce qui est important, c'est qu'il y a ce trou et que cette année, on n'a pas joué de Coupe d'Europe. On rappelle, cette année, c'est les 7 premières places, si je dis pas de bêtises, qui sont qualificatives. Non, 6. C'est pas 6, c'est 7ème, t'as pas la Ligue. Ah, oui. Si la Coupe de France. Si Paris gagne la Coupe de France, évidemment. Oui, mais Paris risque de gagner la Coupe de France. Du coup, ça fera la 7ème place. Ah, il y a Lyon, putain. Si Lyon prend un titre, mon Dieu. Si Lyon prend un titre, effectivement. Ne pensons pas à ça. Ne pensons pas à ça. Non, mais c'est surtout que du coup, par contre, si c'est pas Paris, oui, effectivement, la 7ème, mais si Paris gagne, la 7ème devient qualificative, je crois. Ça passe. Peut-être, je sais pas si c'est le finaliste ou si c'est le 7ème qui s'ouvre la conférence et c'est le 6ème qui va en Europa League. C'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 3 premiers vont directement en Ligue des Champions. Le 4e passe les barrages, sinon c'est Europa League. Le 5e, c'est Europa League. Et le 6e, c'est la coupe à neuneux. Là. Je sais même pas d'ailleurs si le format de cette coupe, si le format de cette compétition a changé. Mais je vous rappelle que l'année prochaine, la Ligue des Champions, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Donc il faut qu'on y aille. Et si on y va, on aura, quoi qu'il arrive, 8 matchs. Voilà. Ouais. 4 à domicile, 4 à l'extérieur, contre 2 équipes de chaque chapeau. Ouais. Dont en tout cas, ce sera évidemment chapeau 4. En tout cas, je pense que là, pour moi, en tout cas, cette journée de la fin, je trouve que cette 27e journée, elle a marqué un tournant pour moi, pour le fait qu'on soit européen à la fin de la saison. Voilà. Je pense que ça pour moi, il y a un côté un peu la césure qu'il y a entre nous et les... Voilà, c'est ça, entre nous et ceux qui sont derrière. Alors, Ligue des Champions, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une Coupe d'Europe à Monaco et déjà, c'est bien d'avoir au moins ça. Ah, mais là, ça doit être la Ligue des Champions et ça doit être dans le pire des cas 3e. C'est ça, oui. Dans le pire des cas, on doit être 3e. Et... Je peux pas... Moi, clairement, je peux pas imaginer qu'on finisse 3e derrière Brest. Même si, d'accord, ils font un très bon championnat, bravo à eux. Mais merde, quoi. Je veux dire, ça se dit pas, mais à un moment donné, je veux dire, merde, on n'a pas le droit de finir derrière Brest. Faut pas déconner quand même. Faudrait gagner chez eux. Il faut gagner chez eux. Peut-être. En tout cas, ne pas perdre chez eux. En tout cas, ne pas y perdre. Et avant de gagner à Brest, gagner contre Rennes. Première étape. Ce sera donc dimanche à 17h05, comme tu l'as rappelé. Voilà. Et en tout cas, merci Rome pour ce long débrief. Et puis on va vous quitter et puis on vous donne rendez-vous. Brest reçoit Metz en plus, donc ils vont gagner ce week-end, laisse tomber. Non, Metz va se réveiller.
C'est ça, ouais. La Laszlo Bologna touch. Et bientôt, on aura le Bologna-Aise, le duel. Et voilà. Je l'attendais. Voilà. Faut que j'arrête de faire les blagues de Pierre. Même pas les siennes d'ailleurs, c'est tout le monde les fait d'ailleurs. Bref. Merci Rome, en tout cas merci à tous de nous avoir suivis, le débrief évidemment retrouvé sur YouTube et sur Spotify et sur la diagonale. Salut à tous et Dagemunigu, ciao ciao. Et bisous.